Écoutez, les premières minutes, j'en profite toujours pour plugger nos petites annonces. D'abord, notre petite annonce hebdomadaire, c'est un grand merci du fond du cœur à nos commanditaires, particulièrement la Banque nationale qui est avec nous depuis les tout débuts et qui est encore là pour une 4e saison cette année. Sans la Banque nationale comme commanditaire, tous ces contenus qu'on fait chez Alias Entrepreneur ne seraient pas possibles. Ça prend quelqu'un pour payer les plateformes en arrière, ça prend du monde pour mettre ça en ligne, mettre ça en place. Il y a une équipe qui travaille, un paquet de gens. Moi, j'ai malheureusement pas le temps de faire ça parce que je suis impliqué dans d'autres projets, dont Ange Québec Capital. Bref, pour que tout ça, ça marche, ça prend des sous et comme on vous l'offre gratuitement, il faut que quelqu'un paye et ça, c'est nos commanditaires. Alors, quand vous voyez la Banque nationale, essayez de faire de la business avec eux autres et envoyez-leur un petit clin d'œil en disant que ça vient d'Alias Entrepreneur. Ça nous aide à renouveler les commandites l'année prochaine. Comme autre commanditaire, on a aussi Agendrix, c'est une entreprise bien de chez nous qui fait la gestion, se propose de faire la gestion des horaires de travail sur l'application développée sur mobile, donc application mobile, application Excel, pas Excel, mais sur PC, justement pour remplacer le Excel de la gestion des horaires de travail. Donc, tous ceux qui font encore, là, quand tu vas travailler dans Excel puis que c'est compliqué par ton étrange. Bonjour tout le monde, il semble avoir un petit problème technique avec la caméra de Serge. Je vais prendre la relève. Il est en train de parler d'Agendrix. On a un autre partenaire chez Alias Entrepreneur, c'est Planet Hoster. Mais on a fait le tour des partenaires actuellement. Aujourd'hui, on a un invité de renom qui vient avec nous pour nous parler d'entrepreneuriat. C'est un des entrepreneurs les plus médiatisés du Québec. Depuis plusieurs années. Je le suis depuis très longtemps. Je suis très heureux de le recevoir. Puis aujourd'hui, c'est une journée spéciale parce que c'est Beach Day Every Day. Alors, j'ai l'honneur d'inviter Olivier Primo à se rejoindre pour le live. Salut Olivier, ça va? Ça va super bien, à part le problème technique, mais ça arrive. Là. Exact. Je vais prendre l'animation du live pendant quelques minutes. Là. Olivier, ça fait combien d'années que toi, tu es entrepreneur? Oh my God! Je ne m'attendais pas à cette question-là. C'est drôle, hein? C'est la première fois qu'on me la demande, celle-là. Je suis entrepreneur depuis... Écoute, vous allez rire de moi, mais... pas rire, parce qu'on ne rit jamais d'un entrepreneur, mais peut-être depuis que j'ai 11 ou 12 ans et j'ai plein d'anecdotes à cet âge-là, pourquoi je suis devenu entrepreneur. Et tu me prends de cours, là, je ne pensais pas que tu allais me demander ça. Là, j'ai 35 ans, fait que je peux fièrement dire que ça fait plus de 20 ans que je suis entrepreneur. À l'époque, pour les plus vieux, ceux qui ont mon âge, 35 ans environ, la grosse mode, c'était les pailles en genre de plastique, là, cire, puis là, tu cassais ça, puis il y avait du... En tout cas, peu importe. Et puis j'ai commencé à faire ça, je pense que j'avais ça 10, 11, 12 ans. Je faisais faire ça par mes amis dans ma cave chez nous, puis je vendais ça à l'école, 50 cents la paille. Ben non! Puis à ce jour, je ne les ai jamais payés. Il faudrait que je les retrouve et je leur donne le bon vieux. À l'époque, ça devait être 3,5 piastres de l'heure, le salaire minimum. Mais ouais, j'ai commencé à faire ça. J'étais vraiment, vraiment jeune. Fait que je suis entrepreneur depuis très jeune, puis ma famille est entrepreneur depuis plus de 60 ans. Fait que on n'a jamais eu de patron chez les Primo. On a toujours été nos patrons. Ça sont positifs, ça sont négatifs, mais oui, je suis entrepreneur depuis que j'ai 12-13 ans. Ah, c'est vraiment cool ça. Puis j'aime ça que tu dises on n'a jamais eu de patron, mais c'est nous les patrons. Mais j'ai lu quelques de tes ouvrages, ton ouvrage, puis je te suis depuis un bout, mais dans le commun des gens, dire hey, je veux être mon patron pour moins travailler, pour si. Toi, dans ton cas, c'est vraiment pas ça. Là, je vais dire bien franchement, puis moi, j'ai une pensée bien arrêtée là-dessus. Je ne sais pas si c'est la bonne, mais en tout cas, c'est la même, ça fonctionne. Si tu crois être ton propre patron pour travailler moins et réussir, c'est une très mauvaise pensée. Si tu crois être ton patron pour pouvoir faire ton horaire, ça, c'est le fun, mais ça ne veut pas dire que tu vas travailler moins. Puis, tu sais, l'entrepreneuriat au Québec, c'est très, très fort. Plus de 80% des PME au Québec sont justement des entreprises, sont des PME. Dirigé par des entrepreneurs. Puis le truc, c'est que quand les gens... Oh, on est-tu... ça a sonné, on s'en va-tu de l'autre côté, quoi? Non, Serge, il se reconnecte, là. OK, c'est bon. On peut aller se cacher, puis redonner la caméra. Vous étiez parti sans moi, là, hein? C'est ça, hein? C'est ça, on était parti, là. J'ai eu des questions au piège au début, fait que là, je me demandais...
On commence-tu ou quoi? Ouais, je suis désolé, mon Mac littéralement sauté, entre guillemets. Là, j'ai vu comme connexion perdue. Je parlais tout seul, en fait, puis tout à coup, j'ai dit, oups, il n'y a plus rien qui se passe, il n'y a plus de réaction. Bon, ben écoute, c'est la beauté des directs technologiques 2021 COVID. Exact. Merci d'avoir été patient, Tony. Donc, tu as été capable de meubler le temps. Je suis en train de dire, je suis en train de remercier nos commanditaires, pas nos commanditaires, mais nos partenaires de rediffusion. Les partenaires de rediffusion, en fait, sont les gens qui prennent notre feed Internet, notre feed de vidéo et qui le redistribuent sur leurs réseaux sociaux, ce qui permet d'avoir un plus grand reach, donc de toucher le plus grand nombre d'entrepreneurs possible. C'est bien important pour Alias de toucher les entrepreneurs, un grand nombre, parce qu'en fait, c'est pour ça qu'on fait ça. C'est une entreprise qui existe pour aider, toucher les entrepreneurs. Donc, forcément, si on en touche 8 à la fois, c'est moins stimulant que d'en toucher 80 ou 800 ou encore 80 000. Alors, on compte sur vous pour faire du bruit et partager donc ce feed vidéo. Si vous pouvez le faire tout de suite, prenez quelques secondes, prenez votre téléphone, votre ordi, votre tablette, peu importe ce que vous écoutez, et allez, faites un share là-dessus. Évidemment, si vous l'écoutez sur aliasentrepreneur.com, c'est moins possible. Mais si vous l'écoutez sur nos plateformes Facebook, faites un share. Si vous l'écoutez sur Alias, copiez le lien en haut. Allez foutre ça sur votre Facebook ou sur Twitter. Dites, hey, viens nous rejoindre. Olivier Primo est en live. Olivier Primo, le gars qui a embrassé Paris Hilton sur la joue, j'espère, et peut-être même sur la bouche. Mais ça, je lui souhaite. On en reparlera tantôt. Donc, profitez-en pour partager cette information à vos amis dans le réseau. J'ai-tu autre chose à dire? Je pense avoir fait le tour de mes notes. Juste une petite seconde. C'est toujours les... Ah non, j'ai d'autres choses intéressantes pour vous. Imaginez-vous donc que les HEC aujourd'hui ont produit un bouquin qui s'appelle l'Album de famille, qui est la plus grande recherche canadienne sur les entreprises familiales en affaires, donc les familles en affaires plutôt. Et écoutez, c'est le résultat d'une enquête statistique qui a été menée à la grandeur de la province et du pays sur toutes les entreprises familiales, je dis du pays, mais surtout au Québec. Et une enquête à laquelle Alliance a participé d'ailleurs l'été passé, si vous vous rappelez, on a fait un grand sondage. Puis on a partagé nos résultats de ce sondage-là, particulièrement pour le bout sur les familles en affaires, avec les HEC qui ont toutes compilé ça dans leur bébelle. Bref, le résultat de tout ça sort demain. Ça s'appelle l'Album de famille. Alors, un super titre, très intéressant. Je vous invite à aller vous procurer de l'information là-dessus. Tout ça, c'est disponible sur aliasentrepreneur.com et vous allez pouvoir télécharger les résultats de cette enquête-là gratuitement. Il y a un petit formulaire à remplir, là. Alors, tout se trouve sur aliasentrepreneur.com. /event/ grande discussion. Bref, allez voir tout ça. C'est super intéressant. Puis il y a un lancement virtuel qui va avoir lieu demain, 13h30. Alors, sans plus tarder, j'invite mon ami Olivier Primo à se joindre à nous. Olivier, si tu veux allumer ton micro, pendant que tu fais ça, moi, je vais te couvrir d'éloges rapidement, mais j'ai quelques petites notes là, ici. Là. Il y a bien des gens qui ne le connaissent pas, particulièrement les gens de ma génération, là, la génération late boomers, là, ceux là, qui sont arrivés juste à la limite du baby boomers, là, donc de cette génération. On connaît moins ça, nous autres, le Beach Day Everyday. Moi, dans mon cas, c'est pas vrai. Je suis resté très, très jeune, mais quand je parle de ça avec mes chums, il y a bien du monde qui ne savent pas que ça existe, ne savent pas qui est Olivier Primo. Pourtant, Olivier Primo, c'est définitivement une star des générations millénium, les générations X. Et définitivement, tous ceux qui vivent la vie de rêve, la vie de fête, la vie de party. Olivier Primo, c'est le gars derrière le Beach Club de Pointe-Calumet, le club numéro 1 au Canada. Définitivement un club très important sur la chaîne mondiale. Il a été voté récemment, je pense, 28e ou 29e club au monde. C'est pas rien, là. C'est un gars d'ici. C'est un gars d'ici aussi qui a parti ses boissons énergétiques qui se vendent comme des petits pains chauds, Beach Day, Everyday. Le même gars a parti des poutines surgelées qui se vendent en épicerie et d'autres produits qu'il va nous parler tantôt. Là, il est en train de lancer littéralement une chaîne de restaurants de pizzeria à la pointe, de la pizza à la pointe, qui s'appelle Slice Gang Pizza ou quelque chose du genre. Il met des titres anglais à tous ses produits, donc ça choque un peu l'establishment de la langue française au Québec. Puis il y a de quoi à dire aussi là-dessus. Bref, Olivier Primo, un gars controversé qui a fait des émissions de télé, controversé aussi parce qu'il est flyé, il est coloré, mais à soir, il est juste simple.
Il est là, il est vrai, il est authentique. Il me disait avant l'entrevue, moi, je dis tout, je parle de tout, j'ai peur de rien. Tu veux poser des questions, Serge, tu me poses n'importe quelle question, je vais tout répondre à toutes tes questions. Ça donne bien, j'en ai un paquet. Olivier Primo, bonsoir. Ça va super bien. Toi? Ça va super bien. Je te dirais un gros merci d'avoir accepté mon invitation. On se connaît peu. Moi, je te connais beaucoup parce que je te suis. Je te suis et je suis ta carrière depuis plusieurs années, en fait, pour tout avouer. Je suis très, très inspiré. Je me nourris beaucoup des entrepreneurs et de leur succès et de leur parcours. Alors, tu es quelqu'un que j'estime beaucoup, que j'apprécie beaucoup, parce que je sais que derrière le personnage public qu'on voit un peu partout dans les médias, sur les réseaux sociaux et tout ça, il y a un gars qui travaille fort, il y a un gars qui bâtit des business, qui fait des belles choses. Alors, bien content d'avoir l'occasion d'apprendre à te connaître aujourd'hui et de connaître tout le derrière, l'envers du décor de ce personnage coloré qu'est Olivier Primo. D'abord, Olivier. Merci de l'invitation, Serge, en passant. Là. Très, très, Écoute, très apprécié. Olivier, je pars tout de suite avec la première question qui me brûle, là. Mais tu sais, y a-tu deux Olivier? Y a-tu l'Olivier qu'on voit à télé, dans les médias, sur tes réseaux sociaux, qui fait le fou, la fête, qui fait le party? Puis il y a un autre Olivier qui est le gars qui travaille, qui se lève de matin, qui a de bonne heure le matin, qui a une rigueur quotidienne. Y a-tu deux Olivier ou juste un Olivier? Je pense qu'il y a un Olivier, le même Olivier qui se lève de bonne heure et qui finit très tard. Mais le mythe que je fais le party puis tout ça, si mes amis étaient là, vous direz que c'est complètement fou. Je suis tout le temps le premier. Dans le fond, je suis le premier à l'organiser. Je suis le premier à amener tout le monde. Puis je suis le premier à partir et à dire à tout le monde, c'est beau, amusez-vous. Moi, à minuit, c'est fini. Mais tu sais, à tous les matins, 6h30, dans mon lit, je réponds des emails, blablabla. Je réponds à tous les messages que j'ai eus. Fait que j'ai pas vraiment le temps de faire. Je le fais, écoute, le party, tout le monde le fait. Il faut le faire aussi pour des fois se libérer l'esprit. Là. Mais non, je pense qu'il y a juste un Olivier Primo. C'est sûr que le personnage que tout le monde voit sur les réseaux sociaux et tout ça, tout le monde pense que je montre toute ma vie, mais je garde quand même ma vie privée assez privée. Je montre ce que je fais dans mon day-to-day d'entrepreneur. Mais tu sais, personne ne connaît si j'ai une copine ou peu importe, le monde connaisse un peu mes parents parce que je les montre, mais j'essaie de garder ça un petit peu plus pour moi. Donc, il y a des limites que tu franchis pas, des ouais. limites que tu gardes pour garder ta vie intime à toi, ton espace à toi dans lequel tu laisses pas rentrer les 500 000 paires de yeux là, qui te suivent au quotidien. Faisons un petit peu le parcours, Olivier, rapidement de l'état des lieux, puis après ça, de l'historique un peu qui t'a amené là. L'état des lieux, ce que je veux dire, c'est combien de fans te suivent, mettons, sur les plateformes réseaux sociaux conventionnels, là, les Facebook, Instagram, Twitter? On est en haut d'1 million en ce moment au Québec. C'est quand même. C'est quand même. C'est quand même. Ah, c'est Olivier là, qui a planté. Personnes. Puis je pense que le. Mais tu sais, ça ne fonctionne pas? Non, ouais, ça a coupé de mon bord. Tu m'entends-tu? Oui, OK. Oui, tout à fait. Fait que, non, c'est ça. Il n'y a pas beaucoup de Québécois qui sont suivis par des millions de personnes, toutes plateformes confondues, bien sûr. Mais j'attribue ça aussi à deux choses. Premièrement, je me fais prendre en photo avec des vedettes internationales. Ça l'aide beaucoup, 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 beaucoup à avoir des followers, la première des choses. Et la deuxième des choses, je dois être un des entrepreneurs, des entreprises qui investit le plus sur les médias sociaux. Au Québec, depuis les 5 dernières années, j'investis des centaines de milliers de dollars toutes les années. Fait que c'est normal que ma plateforme grossisse à une vitesse grand V parce que justement, plus que tu mets de l'argent, plus que tu as de la visibilité, plus que tu as des abonnés. Puis la grosse différence aussi que j'ai avec beaucoup, beaucoup de personnes qui sont suivies, c'est qu'il y a énormément de personnes qui me suivent pour me critiquer. Parce que quand tu es un entrepreneur au Québec ou en affaires ou peu importe, il y a beaucoup de monde qui te juge. Hein? Fait il y a beaucoup de monde qui me suit pour me juger. Pas nécessairement méchamment, mais tout le temps pour me challenger. Fait ils ont quelque chose qu'ils ont aimé, ils me suivent, puis là, 90% du stock, qu'est-ce que je fais, ils ne l'aiment pas. Fait qu'ils me challenge là-dessus. Fait que c'est pour ça que, tu sais, passe-en bien, passe-en mal. Moi, je suis un promoteur dans la vie, je suis un vendeur. Fait que tu m'aimes ou tu ne m'aimes pas, ça m'importe peu. Le but est que tu aimes le produit que je fais. Fait que, tu sais, j'ai souvent entendu le commentaire mais je t'aime pas du tout, mais c'est cool les événements que tu organises, tes produits sont le fun. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de monde qui n'aime pas le personnage, mais qui aime le produit. Fait que je pense que le monde respecte ça. Puis dans cette perspective-là de respect d'entrepreneuriat, je pense que je fais une bonne job.
Mais il y a plusieurs, il y a millions de personnes qui me suivent, presque 90% au Québec. Fait que c'est quand même. C'est quand même, c'est c'est quand même important, puis ça fait de toi l'un des, je dirais, des plus populaires influenceurs de la province et peut-être le mâle le plus influenceur ou le plus populaire parce qu'il y a beaucoup de femmes, de jeunes femmes qui sont suivies sur les réseaux sociaux en termes de 2, 3, 4, 500 000 personnes, mais pas tant que ça d'hommes. Alors, autant plus impressionnant que tu n'es pas en train de montrer ton chest et ton corps bronzé, mais ces gens-là te suivent pour ta personnalité puis tes produits, alors c'est encore plus impressionnant. Si je montrais mon chest, là, je pense qu'il n'y a personne qui me suivrait, je vous le dis tout de suite. C'est pas parce que tu as le clip que tu as la shape qui vient avec. Mais encore une fois, il y a souvent du monde qui me dit il y a tellement de personnes qui te suivent, mais le monde, je pense, puis j'arrête pas de le dire, le monde ne me suit pas moi. Ils suivent comment je pourrais dire ça? La direction artistique, événementielle, peu importe, le vibe que j'aime bien vendre. Les gens me suivent pour s'informer, bon, qu'est-ce qui va se passer dans l'événementiel, c'est quoi les nouveaux produits cool, puis tout. Tu sais, je suis un peu un site de divertissement, puis de temps en temps, je parle de moi. C'est sûr que dans le day-to-day, tu sais, je montre mes projets, puis tout ça, mais tu sais, mon Instagram, mon Facebook change à tous les 6 mois, à tous les 1 an, je suis les trends. Fait que si pendant 6 mois, c'est mettre des belles photos de moi, je le mets. Si c'est pendant 6 mois, c'est mettre des memes drôles, je le mets. Moi, le but, c'est de divertir les gens, puis avec ça, ça me fait vendre mes produits, puis c'est comme ça que je vis. Puis je pense que le monde comprenne ça, puis ils comprennent que je suis un influenceur, mais pour mes propres marques. Fait que je pense qu'ils ont un plus grand respect. Fait que quand tu regardes mes stories, puis tous mes trucs, tu t'attends à voir mes produits au moins 4 fois par jour, puis c'est correct parce que c'est à moi. Fait que le monde juge moins ça que si tirer des costumes de bain et tout ça. Fait que non, je pense que. Ou si tu vends subtilement des produits des autres marques sans le dire que tu les vends, là, exactement. En disant que tu adores tel ou tel produit, mais que tu ne dis pas que tu es payé pour dire ça. Bref, Olivier, faisons le topo, là, si tu veux, le bilan là, de ces entreprises que tu diriges. Donc là, moi, ce que je connais, c'est évidemment le Beach Club de Pointe-Calumet, la fameuse boisson énergétique Beach Day Everyday. Quoi d'autre que tu fais à part aussi une poutine surgelée? Mais il n'y a pas d'autre chose aussi que tu fais dans l'alimentaire? Fait que là, je vais vous faire le catalogue complet. Fait que nous, la famille, là, on dit tout le temps moi, là, mais le groupe, c'est moi, mon père, mon frère. C'est très important. C'est un truc familial. Fait que quand on fait de l'argent, on le met dans le même pot. Quand on en perd, il sort du même pot. C'est sûr que c'est moi qui ai la grande gueule de la famille, là, fait que c'est moi qui est à l'avant. Puis mon père et mon frère sont un peu moins comme ça, mais ne sont pas moins importants dans le succès de l'entreprise familiale. Avez-vous un tiers dans l'actionnariat? Oui, c'est vraiment OK. 33. Puis il n'y a jamais. Écoute, puis je suis content de dire ça, on n'a jamais eu de chicane monétaire dans notre famille. Jamais, 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 jamais. Là, en ce moment, depuis 5-6 ans, on travaille sur mon projet. Avant ça, on travaillait sur le projet de mon père. On va peut-être travailler sur le projet de mon frère un jour. Fait que je pense que c'est vraiment du donnant-donnant partout. Puis on est ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire que vous soyez encore capable de faire ça. Puis je te dirais que c'est probablement en grande partie tout en l'honneur de ton père et de tes parents qui ont su vous inculquer ça, ton frère et toi. Là. Exactement. C'est comme ça qu'ils nous ont élevés. Puis, je me rappelle, j'avais 12-13 ans, puis mon père, il me disait on vient d'acheter un terrain, on va acheter ça. Fait que, il nous intégrait tout de suite quand on était jeunes. Fait que j'ai appris à être comme ça. C'est ça, je m'en ai dit, le catalogue est très simple. On a de l'immobilier, on a marché d'alimentation, des IGA, on a de l'événementiel, on ne fait pas juste le Beach Club, on a des festivals en Ontario, on a des festivals à Montréal. Il y a plus de 250 000 personnes qui croisent les portes de nos événements par année, ce qui fait de nous autres le 2e/3e plus gros groupe d'événementiel au Québec. Top 10 plus gros groupes événementiels au Canada. On a le club numéro 1 au Canada et 28e au monde. Comme tu disais tantôt, on a beaucoup, beaucoup aussi de produits de retail en magasin. Fait que, comme quoi? On a des. Bon, ben là, premièrement, j'ai mes produits congelés. J'ai plusieurs marques. Fait que j'ai Vegan, mais pas plate, qui est un plat congelé vegan. J'ai la poutine. On lance 3 autres sortes de plats congelés bientôt. Puis, tu sais, il faut savoir que je lance tout ça parce que je viens de là, je viens de l'alimentation. Là. Je sais comment le vendre, je sais où il faut qu'il soit sur la tablette, puis tout ça. Puis, par la bande, il y a maintenant 3 ans, en plein milieu de l'été au Beach Club, on a créé la marque Beach Day Everyday, qui était notre slogan, dans le fond, depuis le jour 1. Et je te raconte la petite anecdote là, très, très rapidement. Beach Club, année numéro 1, succès
populaire, énorme, succès financier catastrophique. On perd près d'1 million de dollars avec notre famille. Deuxième année, même truc. Encore une fois, succès populaire énorme. Et puis, il faut savoir que quand on a acheté le terrain, parce qu'on a aussi le terrain là, du Beach Club, là, pour ceux qui ne savent pas c'est où, c'est à Pointe-Calumet, on a une presqu'île avec 2 millions de pieds carrés. On a un lac là-dessus et tout ça. C'était vraiment un investissement immobilier qu'on a fait avec mon père et mon frère. On était supposé de monter des condos là-dessus, puis blablabla. On a notarié tellement tard dans l'année, ben, tellement tôt, dans le fond, au mois de février 2015, qu'on s'est dit, bon, ben regarde, on est rendu trop loin pour avoir les permis, on n'aura jamais ça cet été, ça ne sert à rien. On va faire le Beach Club pendant un été, puis là, ça l'a explosé. J'ai pris goût à faire l'événementiel parce que dans l'alimentation, moi, je travaille pour mon père depuis que j'ai 5-6 ans dans les IGA. Les restaurations, alimentation, les spectacles, les festivals, c'est de l'événementiel pour moi. Quand quelqu'un vient faire son épicerie chez nous, c'est le wow, c'est bienvenu. C'est le même truc que recevoir quelqu'un pour un show de musique. Fait que pour moi, c'était inné. Je t'arrête 2 secondes parce que là, tu m'as dit quelque chose de quand même important. Tantôt, tu m'as dit première année, Beach Club, party, succès populaire incroyable, on perd 1 million. Comment tu expliques? Ben, écoute, on avait mal calculé nos trucs, on n'avait jamais fait ça un peu. Puis ça, c'est vraiment pas un conseil que je donne à personne de se lancer les yeux fermés. On avait quand même beaucoup d'argent à investir. On voulait acheter une terre, puis tout ça, puis un terrain pour construire. Puis finalement, dans les opérations, on avait tout mal calculé nos trucs. Puis il faut savoir qu'en 2015, pour ceux qui s'en rappellent, l'argent US canadien était presque au pair. On était comme à 1,5. Exact. Et exactement, j'ai acheté, on était comme à 1,5, 1,6 et on payait les artistes en US. Et le 1er juillet, on était à 1,35. Fait que ça a comme fucké un peu mon budget. Fait que j'ai perdu un 30 là, tout mon profit dans le fond. Mais je ne me suis jamais découragé parce qu'avec un succès populaire comme ça, je me suis dit, mais regarde, la réponse est tellement bonne que je n'ai pas le choix. Puis j'ai jamais eu, encore une fois, de chicane avec mon père, mon frère, de ce qui était de l'argent perdu ou peu importe. C'était un investissement pour nous. On a eu des discussions musclées dans le sens de, bon, qu'est-ce qu'on fait pour ne pas reperdre 1 million? Mais ça n'a jamais été une question de c'est-tu grave ou c'est pas grave. Tu sais, nous autres, l'argent dans notre famille n'a jamais été... Exactement. Notre argent dans notre famille n'a jamais été un tabou, parler de ça, qu'on en fasse ou qu'on en perde. Des fois, ça choque du monde que je dise ça, mais l'argent est trop tabou pour moi au Québec. Il faudrait en parler plus. Parce que tout à fait. Je suis bien d'accord avec toi là-dessus. Bon, ben, je suis content de l'entendre parce que oui, ça peut être tabou. Je pense que ce l'est de moins en moins. Exemple, mon père, à l'époque, s'était acheté une Porsche puis il stationnait en arrière de l'épicerie parce qu'il ne voulait pas que les clients voient qu'il vendait des cannes de bière une somme de trop cher. Mais maintenant, avec la jeune génération qui suit tout le monde sur la planète, tous les plus grands entrepreneurs, c'est pas un gage de succès avoir du matériel. C'est pas ça qu'on dit. Mais ça encourage les jeunes. Tu sais, des fois, il y a une petite motivation qui est stupide, mais... On va sortir de l'hypocrisie aussi. Là, oui. Je connais pas beaucoup d'entrepreneurs qui partent en affaires en se disant, moi, sais-tu quoi, je veux pas faire d'argent, puis l'argent, ça m'intéresse pas, puis si j'en fais, je la donne. Je connais pas personne qui vraiment là, qui fait ça ou qui pense ça. Là. Les entrepreneurs, c'est aussi des gens qui veulent augmenter leur train de vie, leurs conditions de vie, mais c'est généralement aussi des gens qui sont généreux, des gens qui sont impliqués dans leur communauté, des gens qui signent des chèques dans toutes sortes d'organismes de charité. Bref, il y a une petite poignée de gens riches qui font mal paraître l'ensemble des gens fortunés, mais il faut savoir que la plupart des gens qui sont fortunés sont des gens qui, justement, ils ne veulent pas d'être mal jugés par la communauté publique, tout ça. Alors, ils restent discrets, mais s'impliquent beaucoup, font une grande différence. Donc, moi, j'ai jamais eu de problème avec l'argent. J'ai toujours dit que l'argent, c'est une conséquence de quelque chose que tu fais. La question de poser, c'est qu'est-ce que tu fais pour l'avoir, tu sais? Si tu fais des affaires criminelles pour avoir de l'argent, ben là, j'ai pas beaucoup de respect pour toi. Non. Mais si tu crées de la business, de la bonne business, tu réponds à des besoins, puis tu réussis à dégager des profits de l'opération, puis tout le monde est content. Wow, c'est extraordinaire et bravo à ceux qui réussissent à faire ça. Exactement. Mais puis je pense aussi qu'il y a plusieurs niveaux d'entrepreneuriat. Fait que, au début, tu as tout le temps un chiffre en tête. Puis je t'en parlais avant hors d'onde, puis je voulais en reparler parce que je trouvais ça important. Ouais. Souvent, puis j'ai énormément de messages d'entrepreneurs, entrepreneuses au Québec. Puis je suis content de voir, il y a tellement de monde qui veut se partir en business, puis avoir le challenge. Moi, je trouve ça incroyable, mais il faut que tu ailles souvent un objectif réaliste. T'sais, des miracles, ça n'existe pas. Il faut que tu travailles pour faire de l'argent, puis pour réussir, puis il n'y en a pas de miracle.
Il y en a, ça l'arrive, là, on le sait. Oh, il y en a qui sont chanceux, sont en bonne place au bon moment. C'est comme ceux qui achètent la loterie. Tu ne vas pas baser ta vie sur une étiquette de loterie. Je pense que tu as plus de chance de la construire et de la faire ta chance que de l'attendre. Exactement. Mais au début, j'avais un chiffre en tête, puis là, j'ai un autre chiffre en tête. Puis c'est même pas pour avoir plus ou moins d'argent. Je vis quand même très. Bon, je vis avec un bon rythme de vie, mais pas, je ne vis pas à la hauteur de l'argent que je fais, puis je n'ai pas besoin de ça dans la vie pour être heureux. Mon objectif monétaire, c'est un objectif de réussite de business, c'est tout. Fait que si un jour, je fais tant de millions, tant de dizaines ou tant de centaines de millions, c'est bon, oui, c'est sûr que là il y a un petit peu plus de liberté, mais c'est pas ça. Fait que, tu sais, la fameuse expression, c'est le premier million qui est le plus difficile à faire. C'est pas vrai. Moi, dans ma tête, c'est le premier 100 000. Le premier 100 000 est tellement parce que, tu sais, quand tu pars très petit, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Tandis que le million, c'est souvent inatteignable pour 99,9% des personnes qui vont se partir en business qui ne feront jamais $1 million. Non, c'est un bon point. Ouais, c'est un bon point ce que tu soulignes, Olivier, parce que moi, j'ai dit c'est vrai que c'est le premier million, mais en fait, ce que je voulais dire, puis je pensais que où tu t'en allais, c'est que c'est cette première accumulation de richesse qui est difficile. Tu sais, après ça, il y a une certaine, pas une facilité, mais une certaine récurrence de tout ça qui s'installe parce que ça devient un mode de vie, une façon de vivre pour toi. Et donc, opérer l'entreprise et t'assurer qu'elle soit rentable devient comme un mode de vie. Mais de réussir à faire marcher toutes les patentes, toutes les composantes en même temps pour que la roue se mette à tourner, c'est ça qui est complexe. Puis pour certains, c'est le premier 10 000 qui est difficile à atteindre. Pour d'autres, c'est le premier 100 000. Puis pour d'autres, je leur souhaite d'être très nombreux. C'est le premier million qui est difficile à atteindre. Exactement. Des fois, c'est même le premier 1 000 $, mais tu sais, tout dépend du train de vie que tu peux mener, que tu veux mener. Parce que tu sais, moi, je connais beaucoup de monde qui sont entrepreneurs, qui gagnent très bien leur vie, parce qu'ils ont un rythme de vie qu'eux sont très heureux puis ils n'ont pas besoin de plus que ça parce que c'est pas parce que tu es entrepreneur que tu dois faire 5 millions par année. Tu peux être entrepreneur et faire 75 000 par année et être très, très heureux aussi avec ça. Fait que, moi, je ne jugerai jamais aucun entrepreneur parce que juste le fait de te lever le matin et de devoir vendre je vais dire l'expression, de devoir vendre ta poutine, ce qui est vraiment mon cas en ce moment. C'est très difficile, c'est très demandant, puis ça mérite le respect de tout le monde. Là. Hey, Olivier, j'ai Anthony qui me dit actuellement que la connexion Internet semble instable. Je suis vraiment désolé si c'est le cas pour certains d'entre vous. Toi, ça se passe bien? Tu m'entends bien quand je parle et tout? Moi, je t'entends très bien. Ouais, moi aussi, ça va super bien aussi. Fait que je ne sais pas exactement ce qui se passe, là. Ça, c'est le lot de la COVID, je dirais. Là. Des fois, il y a des moments dans la journée, dans la soirée, tout dépend de ce que tu trouves. Il y a trop de gens, ça a même une ligne de réseau, puis là, ton provider a de la misère à suivre. Bref, je suis vraiment désolé. C'est des gens qui manquent des bouts de cette entrevue-là. Je crois que Tony l'enregistre aussi. Alors, si c'est le cas, qui vous en a manqué des bouts, je vous invite à venir l'écouter en rediffusion sur le site d'aliasentrepreneur.com dès demain. Ça va être donc disponible, peut-être même ce soir si Anthony a envie de le faire ce soir. Bref, Olivier, j'aimerais ça parler d'Olivier au départ, là, parce qu'il y a quand même, tu sais, pour les observateurs externes qui regardent ton aventure, ils se disent « Oh my God, le gars, tout ce qu'il touche, ça se tourne en or. D'où il vient, ce gars-là? Il parle de son père, son frère. Comment ça a commencé, Olivier, l'entrepreneur? Là? Tu sais, toi, je sais que tu travailles dans l'épicerie de ton père, là, donc comment tu as pu voir à travers des cannes de bine, comme tu le dis souvent, que tu plaçais dans les allées, ta propre carrière d'entrepreneur un jour? Comment ça s'est dessiné, tout ça? Je te compte ça en 5 minutes très rapide. Moi, je travaille à l'épicerie depuis que j'ai, 5-6 ans. Mon surnom, c'est Canette, parce qu'à l'époque, pour les plus vieux, quand vous retourniez vos canettes de liqueur ou de bière, il n'y avait pas de machine. C'était un sac qu'on donnait à la caissière qui comptait. Fait que moi, c'est moi qui triais les canettes dans la cave. Puis mon père me donnait une petite paye avec ça. Fait que j'allais m'acheter des bonbons. Là, je jouais des jeux vidéo pour tous mes amis. Fait que je suis entrepreneur depuis que je suis tellement jeune. Puis ça a évolué comme ça avec les années jusqu'à temps que j'aille un. Puis tantôt, avant que tantôt ça buguait là, avec ta connexion, fait qu'Anthony m'a posé une couple de petites questions. Je suis entrepreneur réel depuis que j'ai 11-12 ans, je vendais à l'école des pailles pas en jujube, mais les fameuses pailles là, en cire dans le temps. Là.
qu'il y avait un genre de Un liquide dedans, là. Exactement. Je faisais faire ça par mes amis dans ma cave à Sainte-Martine, puis je vendais ça à l'école 50 sous. Là, j'étais plus jeune que ça. J'étais en 6e année, puis mon père trouvait ça bien drôle. Puis là, j'ai été choyé. Mes parents m'ont envoyé à un collège privé qui s'appelle le Collège Notre-Dame à Montréal. J'étais pensionnaire là-bas. Et j'ai réalisé la première année que j'étais pensionnaire que je voulais devenir entrepreneur parce que le dimanche, quand mon père allait me porter, on arrêtait tout le temps l'épicerie pour faire ma petite commande de la semaine. On était, je pense, 200 sur l'étage. Et je prenais ma valise puis je remplissais pas de linge parce qu'on avait un uniforme. Fait que moi, je portais tout le temps la même chose. Je remplissais ça de canettes de Pepsi, de chips, de tout ce qui était mauvais pour la santé, qui était bon à l'époque, mais là, maintenant mauvais. Puis je vendais ça à mes confrères de l'étage. Fait qu'à l'époque, on se rappelle, il y a 20, 23 ans, je vendais ça 5 piastres la canette de Pepsi, 10 piastres la. Exact, parce que sur mon étage, j'étais le plus pauvre des riches. Tout le monde c'était tout le monde de Westmount puis d'Outremont puis tout ça. Fait que je revenais à la maison tout le temps avec 200-300 piastres en 5 piastres, en 10 piastres. Puis j'avais 12-13 ans. Puis ma mère, je me rappelle très bien, elle m'avait dit, Olivier, je te dis tout de suite, si tu vends de la drogue, ça va mal aller. Je dis, maman, je vends de la bouffe. Elle dit, ben oui, tu vends de la bouffe. Fait que 2-3 semaines plus tard, le directeur appelle mes parents et il me dit, on peut-tu vous rencontrer? Fait que pendant qu'on est dans l'auto, on s'en va à Montréal. Moi, j'habite à Sainte-Martine, fait que c'est une run de 45 minutes. Mon père, il nous dit, je te le dis, si tu vends de la drogue, ça va tellement mal aller. Et là, le directeur, il dit, votre fils fait de la contrebande de nourriture sur l'étage. Fait que ça a fini en fou rire avec mon père. Puis depuis ce temps-là, je sais que je suis un vendeur et je suis un entrepreneur. Fait que ça a commencé comme ça. Donc là, tu as commencé à vendre des canettes. Après ça, évidemment, tu as vieilli un peu. C'est quoi le prochain ou le deuxième, le suivant là, de ces projets entrepreneuriaux? Fait que comme j'ai dit au début, on a des épiceries dans la famille. Fait qu'en 98-19, mon père part d'une petite épicerie générale à Sainte-Martine, sur la rive sud de 7000 pieds carrés. On achète un champ en plein milieu d'un village de 3000 habitants, puis on dit on va se construire un gros IGA. Et là, tout le monde nous dit Olivier, Dominique, Julien, vous allez vous planter, blablabla. Puis il y avait 2 ou 3, là, écoute, ma mémoire me fait peut-être défaut, mais il y avait 2 ou 3 petites épiceries là, dans notre village. Fait que là, on a construit. Malheureusement, les autres qui n'ont pas suivi la cadence ont fermé. Puis avec les années, on a grossi, on a agrandi, on a acheté d'autres IGA, on a acheté de l'immobilier. Fait qu'on est devenu une famille d'entrepreneurs. Le début de ta carrière entrepreneuriale, c'est une histoire familiale, puis tu le répètes souvent. Donc, c'est vraiment une histoire familiale. Et votre premier projet d'entreprise familiale, c'était l'expansion des marchés d'alimentation. C'est ça, je comprends. Exactement. Et quand j'ai eu 23, 24 ans, on a eu la chance d'acheter notre deuxième épicerie à Saint-Rémy. Puis, tu sais, des fois, on parle de l'alimentation qui est un peu pas mal vu parce que, tu sais, les salaires ne sont pas trop élevés pour les employés puis tout ça. Mais pour les entrepreneurs qui ont ça, c'est quand même des grosses business. Tu sais, comme nous autres en ce moment, avec notre achat, juste les deux, c'est près de 400 employés, 60 millions de chiffre d'affaires, ça va vite. C'est des grosses entreprises. Il y a énormément d'argent qui se brasse là. Et ce que j'aime, que j'adore dans l'alimentation, c'est que une fois que tu as fait ça, tu as tout fait parce que tu gères du périssable, des employés, des gros loyers, des petites marges. Tu sais, c'est au minime, là, c'est aux marges fines, là. C'est aux cents puis aux dollars. Fait qu'il faut vraiment que tu sois à la guet. Fait une fois que tu as fait ça, puis mon père me l'a dit depuis que je suis tout jeune, il disait, une fois que tu vas avoir touché à tous les départements dans une épicerie, tu vas pouvoir faire ce que tu veux dans la vie en entrepreneuriat parce que tu vas avoir géré des employés, gérer du périssable, gérer des commandes, gérer un gros chiffre d'affaires, gérer des petites marges. Fait que, c'est un gros volume de transactions, ouais. Exactement. On est des marchés de volume. Fait que ça m'a beaucoup aidé dans tout ce que j'ai fait. Fait que quand on est arrivé, puis on investit au Beach Club, pour moi, gérer des employés, c'était inné. Je fais ça depuis que j'ai 15 ans. Puis le chiffre d'affaires était beaucoup plus petit qu'au IGA. Donc, le prochain projet de la famille Primo, ça devient le Beach Club parce que là, vous avez 2 épiceries, c'est ce que je comprends. Exact. 2 épiceries, puis on achète la presqu'île en plein milieu du lac, puis on se dit, all right, on va faire un autre projet immobilier avec ça, on va construire des condos, ça marche pas, on fait le party cet été. Et ça, c'est là que Olivier Primo, le personnage public, décolle, en fait, là, parce qu'avec ces parties-là, je peux dire que tu t'es fait connaître pas à peu près, là.
Exactement. Puis ça a explosé malgré moi parce que j'allais pas là du tout pour être connu. J'allais là pour rouler une business, faire de l'argent, puis flipper ça en immobilier. Que je dis pas qu'il n'arrivera pas un jour parce que c'était ça le plan primaire. Mais oui, ça a explosé parce que j'ai compris. C'est drôle parce que quand on a acheté le Beach Club, j'ai hérité d'une page Facebook de 50 000 personnes. À l'époque, là, il y a 5 ans, là, avoir 50 000 personnes sur une page Facebook, ça n'existait pas au Québec. Le Beach Club avait ça. Fait que là, je suis tombé ça dans mes mains. Puis là, je me disais, puis tu sais, moi, là, dans les IGA, tu ajoutes la petite bande de papier dans le journal que personne ne regarde, puis tu investis de l'argent, puis tout ça. Puis là, je me disais, là, j'ai 50 000 personnes qui regardent ce que je fais gratuitement. Pourquoi j'en profiterais pas? Fait qu'on a commencé à mettre de l'argent en malade. Écoute, la première année, notre publicité, tu sais, j'avais eu des deals de TV, de panneaux d'autoroute, de ci, de ça. Puis on avait un petit budget marketing pour le chiffre d'affaires qu'on avait là-bas de 250 000, je pense. Puis je pense que j'ai mis 235 000 sur Facebook. Tout le monde me disait, mais t'es un malade. Puis l'avenir m'a donné raison. Fait que, tu sais, je mets pas. On met énormément d'argent sur Facebook, qui est encore le média, le meilleur marché que tu ne peux pas avoir, avec Instagram puis tous ces trucs de réseaux sociaux-là. Mais on a-tu été visionnaire là-dedans? Peut-être, parce que dans le fond, au Québec, oui, mais tu sais, j'ai pas réinventé la roue, là. Je vais dire, comme un grand savant a déjà dit, Steve Jobs, pourquoi l'inventer quand tu peux le copier et l'améliorer? Fait que j'ai juste regardé ce qui se faisait un peu partout sur la planète, sur les réseaux sociaux, puis on l'a fait. Hey, ça a fonctionné. dans tes parties, il y a quand même un ingrédient secret, là, ou peut-être pas secret, mais tu sais, qui paraît même mystérieux et très attirant, mais c'est ta capacité d'avoir et ton intelligence d'y avoir pensé, ton audace de l'avoir réalisé, mais d'avoir réussi à attirer des noms de calibre international. Là. Ma première question, c'est comment tu as fait pour avoir David Guetta à ton show ou à ton party? Comment tu as fait pour avoir des Paris Hilton? Comment tu as fait pour joindre ces gens-là, les convaincre de venir faire le party chez vous? Tu sais, quand je vous dis que j'ai perdu $1 million la première année, là, en 3 mois, c'est exactement ça que j'ai fait. Fait que j'ai surpayé tous les artistes. J'avais un directeur général à l'époque qui s'occupait de tout ça, puis qui me disait, Olivier, on s'en fout combien qu'on paye, il faut qu'ils viennent. Une fois qu'ils vont venir, ils vont capoter. Ce qui était le cas. Fait qu'on a tout rénové le site. On a payé très, très cher les artistes. On a fait très, très mal à la business événementielle au Québec, dans le sens qu'on a fait exploser les prix parce que là, tout le monde se les arrachait parce qu'ils se disaient, bon, le monde du Beach Club, c'est des malades. Puis je me rappelle que les grosses compagnies à Montréal me disaient, eux autres, ils vont durer 2 ans puis ils n'auront plus d'argent. Mais moi, je croyais beaucoup, beaucoup au modèle d'attirer des grosses vedettes à Pointe-Calumet. Et tout a changé quand on a reçu la petite sœur de Kim Kardashian, Kylie Jenner, pour ses 18 ans. On a fait le tour de la planète. On a fait 162 pays, je crois. On a fait 6000 articles. Moi, ça m'a fait exploser partout. Puis là, j'ai compris à ce moment-là que ça prenait des grosses vedettes. Bon, les Paris Hilton, on en parle souvent parce qu'on a fait ça pendant 2 ans environ, attirer des grosses vedettes qui n'étaient pas vraiment des DJ ou des artistes. Là. Ils faisaient juste être là pour être là. Mais les gens payent pour respirer la même air que les vedettes. Fait que ça m'a beaucoup aidé. Toutes les grosses photos, j'ai fait. Écoute, je me rappelle à l'époque, on avait booké Justin Bieber, puis il ne s'est jamais présenté. Je pense que ça a été une meilleure je me rappelle que parce qu'on en a parlé pendant 2 semaines. Il vient-tu, il vient pas, qu'est-ce qui s'est passé? Fait que ça en a parlé partout. Fait que, c'est comme ça qu'on a fait notre nom au Beach Club. C'est comme ça que le classement mondial des clubs nous a contactés et nous ont dit, est-ce que vous voulez rentrer dans ce classement-là parce que vous le méritez en ce moment? Fait que, on a commencé tranquillement, pas vite comme ça. Puis c'est ça. Fait que là, en ce moment, on se bat contre Ibiza, New York, ça ressemble Dubaï, à quoi, ça? Ça ressemble à quoi, ça, Olivier, le Beach Club, en termes de participation annuelle? Il y a combien de gens qui passent là-dedans? Là? Et ça rouvre quand? Ça ferme quand? Combien de monde qui se passe là? Ça l'ouvre en ce moment, mi-juin, ça ferme début septembre. On est en opération pendant 12 semaines. On tire entre 120 et 140 000 personnes par année juste au Beach Club. Exactement, c'est énormément de personnes. On pourrait en faire beaucoup plus, c'est juste qu'il faut limiter l'accès à l'île parce qu'à un moment donné, pour le client, c'est plus le fun.
Mais pour un venue là, comme ça, excusez-moi l'expression anglaise, là, on est le plus gros bar à ciel ouvert en Amérique du Nord. On est le 11e bar en Amérique du Nord en classement. Tu sais, comme je disais juste avant, on se bat contre New York, Dubaï, l'Asie, contre tout le monde, puis on est à Pointe-Calumet. Vous avez fait. Puis à Pointe-Calumet, on s'entend, c'est pas dans le vieux port de Montréal. C'est quand même capoté ce que vous avez réussi à faire. C'est très impressionnant. Très impressionnant. Puis là, ce que je comprends aussi, c'est que cette marque-là, avec autant d'yeux tournés sur le produit, autant d'yeux tournés sur son promoteur, toi, tu as dit, all right, écoute, je vais en profiter, on va décanter ça en produit. Donc, il y a eu une collection de vêtements qui est née. Oui. Après, il y a eu des produits alimentaires. Après, il y a eu Olivier Primo, la vedette télé, là, parce que là, tu t'es ramassé dans des shows de télé et tout ça. Pourquoi avoir fait ces shows-là de télé qui sont pas nécessairement entrepreneuriales, on va se le dire. Tu t'es ramassé animateur en chef de XOXO, je pense, ou un truc, une copie d'occupation double. Là. Comment tu t'es ramassé là, puis pourquoi? Tu sais, quand on dit qu'il y a des succès et des échecs, ça en a été un. Mais pourquoi? Parce que, tu sais, oui, je suis un entrepreneur, mais je suis aussi un promoteur dans la vie. Là. Ma job, c'est de vendre des billets puis vendre des trucs. Fait que je me suis dit, ça va faire une bonne exposure. Puis même si c'est pas tous les projets qui fonctionnent, ça fait vendre pareil. C'est ça, exactement. Ça fait parler. J'ai aimé toutes les expériences que j'ai faites. Là, je suis moins dans les médias first avec la COVID, mais par choix, parce que ma plateforme est tellement rendue grande que... Tu as moins besoin de faire autant de bruit dans les médias, même les... Pas que j'ai moins de besoin. Je pense que c'est... Écoute, pour moi, le plus de bruit que tu fais, c'est le plus important, c'est. Mais je pense que le timing is everything dans la vie. Fait que là, j'ai fait un XOXO qui n'a pas super fonctionné. Ça a fait 1 an, la COVID est arrivée. Je vais sûrement faire mon retour très bientôt. J'ai beaucoup de demandes, beaucoup d'offres. Je veux la choisir comme du monde parce que mon personnage a beaucoup évolué dans les années. Fait que je pense que je suis rendu beaucoup moins, comme tu disais, le XOXO, mon show de Beach Club à Musique Plus à l'époque, tout ça. Je pense que je suis rendu plus un modèle d'entrepreneuriat. Puis je pense que j'aime. Un peu plus sage. Tu as commencé à t'assagir. Tu es rendu à quel âge, là? 35 ans, fait que c'est ça. Je suis rendu. Ça va avec. Exactement. Puis je veux parler d'entrepreneuriat. J'aime ça. Je veux parler de business. Je veux aider le monde. Si je fais un show, ça va parler de ça. Si je fais des chroniques, ça va parler de ça. J'aime beaucoup Bravo, Olivier. Puis je t'encourage, honnêtement, là, si je peux t'aider quelque part à stimuler l'entrepreneuriat par quelque activité que ce soit, n'hésite jamais à m'appeler parce que c'est une mission personnelle que je me suis donnée. Si on peut joindre plus de jeunes avec toi, comme porte-parole ou comme jeune qui touche ta génération. Moi, j'ai 55 ans, 56 depuis quelques jours. Alors, c'est sûr que j'interpelle moins les gens de 30, 35 ans, mais définitivement, je t'encourage à le faire parce que l'avenir de notre société puis ses conditions de vie, sa qualité de vie passe par l'audace entrepreneuriale de nos jeunes. On ne peut pas passer sous silence, Olivier, la crise de la COVID. Tu fais des parties, en grande partie des parties qui durent pendant l'été, la belle période. Comment ça a été pour toi 2020? Ça a dû être une catastrophe. Bien, je suis content que tu me le demandes. Ça a été ma meilleure année financière à vie parce que les événements n'ont jamais été le truc le plus payant dans ma business parce que j'utilisais beaucoup ces événements-là pour promouvoir mes produits. Fait que c'était un peu du marketing de 360. Je ne m'en cache pas. J'ai fait énormément d'argent cette année. Pas à cause de la COVID, parce que mes événements étaient fermés, fait que j'avais moins de risques, moins de dépenses, moins de tout ça. Je pense que notre notoriété de produits est rendue là. On est la boisson prête à boire la plus vendue au Québec. On est rendu en Ontario, dans les Maritimes. On s'en va aux États-Unis, au Mexique, en Amérique latine. Je suis en train d'exporter mon brand un peu partout sur la planète. C'est 95, même 96% de mes profits, de mes revenus. Qui viennent de ton produit, ta canette, là? Exactement. Wow, qui sont de mes produits dérivés. Oui, exactement. Cette année, on a fini à près de 35 millions de chiffre d'affaires là-dedans. Les marges sont beaucoup plus grandes que dans un IGA, pour ceux qui se le demandent. Fait que non, je pense que c'est un beau... Je présume que tu en vends à l'extérieur du Québec. C'est quoi les proportions? Oui. Bonne proportion à l'extérieur du Québec? Les proportions, mais là, dans le fond, comment ça fonctionne? Moi, je suis avec Labatt, InBev, qui est la plus grosse compagnie de bière au monde, qui vend Corona, Budweiser, Bud Light, tout ça.
Fait que nous, c'est la troisième été cette année qu'on vendait des produits. Fait qu'on a commencé plus petit, on a grossi, puis là, ça a explosé. Fait que je vous dirais qu'en 2021, ça va être environ 85% Québec. 2022, j'espère 50-50. Et là, ça va débouler parce que c'est sûr que quand tu tombes dans des marchés comme les États-Unis, le Mexique, l'Amérique latine, l'Asie, c'est un autre niveau. Puis je te pose la question parce qu'effectivement, tu sais, dans un produit comme ça, mené par un promoteur très local, très connu, des fois, on s'enfle la tête, entre guillemets, on commence à croire qu'on est bon, puis on peut exploser partout. Puis en réalité, c'est parce qu'il y a un lien qui n'est pas fait de façon objective entre la forte présence médiatique de la personnalité Exact. et évidemment la jonction que les gens font avec le produit. Mais c'est quand tu sors en dehors du Québec, tu te rends compte que tu n'es pas capable d'en vendre. Ben là, c'est là la réalité frappe. Tu sais. Là, ce que je suis content d'entendre, c'est que toi, tu commences à déjà avoir du succès en dehors du Québec pour un produit que les gens ne connaissent pas. Olivier Primo, probablement pas autant le personnage public comme tu es connu ici. Alors, si le produit commence à vivre de lui-même en dehors du Québec, c'est une maudite bonne nouvelle pour ta marque, ça, parce que là, la marque va pouvoir se décanter aussi sur d'autres produits. Exactement. Mais dans le fond, j'ai compris ça quand j'étais vraiment jeune au IGA, quand je recevais un produit que je trouvais extraordinaire. Fait que, à toutes les semaines, tous les mois, on a des nouveaux produits, des vendeurs nous amènent ça. Puis souvent, je trouvais des produits tellement, tellement extraordinaires, mais qui ne se vendaient pas parce qu'il n'y avait pas une bonne exécution, pas une bonne présentation. Tu sais, quand le produit n'est pas vu, n'est pas vendu. Fait que j'ai compris ça très, très jeune. Fait que quand j'ai commencé à vendre mes produits, la première chose que je voulais, oui, c'est d'en parler, mais le but, c'était qu'il était vu. Je voulais qu'il soit. Tu sais, des fois, je choisissais des places avec la batte moins stratégique, dans le sens qu'un produit comme le mien, ça se vend au froid, mais moi, j'aime mieux avoir un rack en rentrant au chaud pour montrer mon produit. Puis après, même si dans la tablette au froid, tu n'es pas vraiment visible, c'est pas grave, la personne l'a vu en rentrant et va aller l'acheter. Fait que, tout est une question de perspective et de placement de produit. Mon brand qui est Beach Day Everyday, j'ai pensé longtemps à ce brand-là. Ça le dit, ça l'écrit sur la canette. Fait que tu n'as pas besoin vraiment de faire de publicité. Quand tu le regardes, si tu ne sais pas ce que ça veut dire que je ne te veux pas comme client. Ouais, c'est ça. Non, mais en fin de compte, c'est ça. Puis je donne souvent l'exemple des gros brands comme Budweiser, qu'il faut qu'ils mettent des dizaines, des centaines de millions de dollars en arrière de leur brand pour expliquer c'est quoi. Oui, c'est de la bière, mais c'est de la bière pour quoi? Bon, c'est de la bière pour faire du sport. Fait qu'on met des centaines et des centaines de millions pour le Super Bowl parce que c'est la bière qu'il faut que tu bois au Super Bowl. Moi, c'est écrit sur la canette. C'est Beach Day Everyday. Tu n'as pas besoin c'est les meilleurs brands, là, tu sais. Puis tu as peut-être fait ça de façon intuitive, Olivier, mais c'est les meilleurs brands, c'est ceux-là. Tu sais, je me rappelle, j'avais lu un bouquin sur le marketing il y a une vingtaine d'années, puis il donnait un paquet de marques comme ça qui était le nom littéralement de la caractéristique du produit. Toi, tu es peut-être un peu jeune pour connaître ça, mais les gens de ma génération se souviennent très bien de Head and Shoulder, qui était un shampoing pour les pellicules, donc Head and Shoulders, là, pour enlever les pellicules sur tes épaules et tout ça. Le nom du produit, c'était ultimement le bénéfice que tu en tirais. Alors, c'est certainement les meilleures stratégies marketing. Dis-moi, Olivier, on a parlé de la COVID vite. Là, toi, c'était la meilleure année. Qu'est-ce qui s'est passé que ça soit la meilleure année? Donc, tu as fermé ton party place, là, mais ton party place, tous ces employés-là, tous ces gens-là, comment tu as géré ça, cette fermeture-là pour eux? Et comment tu entrevois 2021 maintenant pour toute cette business-là ou cette partie-là de ta business? Ben là, premièrement, je dis que c'est ma meilleure année. On parle en revenus et tout ça. Mentalement, ça a été extrêmement difficile. Tu sais, j'emploie plus de 1000 personnes pendant une année. Ben ouais, tout ce monde-là se ramasse sans emploi, là. Exactement. Ça a été très, très difficile aussi. J'ai des restaurants aussi dans la vie. Fait que ça m'a fait beaucoup de peine. Ça me fait encore beaucoup de peine. Puis, tu sais, là, j'ai de l'air un peu hypocrite en disant ça parce que ça a été ma meilleure année, mais enfin, tu sais, tantôt, je te le disais, oui, je fais ça pour l'argent, mais tu sais, je vis déjà très bien. Fait qu'en ce moment, j'aimerais vraiment mieux faire vivre tous les employés qui travaillent avec nous autres. Il y en a beaucoup, beaucoup qui se sont recyclés, puis je trouve ça cool. Tu sais, ceux qui se sont réinventés en affaires, tu sais, j'ai énormément de personnes qui m'ont dit, Olivier, tu t'es réinventé, on a aimé ça. Mais je ne me suis pas réinventé. C'est juste que j'ai eu plus le temps d'en parler parce que l'événementiel, ça prend tout mon temps. C'est 7 sur 7, 365 jours par année, c'est compliqué. Fait que non, Olivier,
J'ai bien du fun à jaser, mais là, je viens de voir l'heure, il est 8h20 déjà, puis j'ai un paquet de questions de gens qui m'ont posées. Alors, je les ai pas lues d'avance. Je ne sais pas si c'est pertinent ou pas. Je te les pose. Si c'est pas bon, on passe à la prochaine vite, vite. OK? J'ai Martin qui pose la question. Quel est ton parcours académique, ton cheminement depuis tes débuts? Avais-tu de l'expérience dans le domaine du divertissement? Je pense qu'on a parlé de ça. Mais le parcours académique, on n'a pas parlé bien. C'est qu'est-ce que ça a l'air, le parcours académique d'Olivier Primo? Moi, j'ai un parcours académique très, très simple. J'ai un études secondaires avec une demi-année au cégep jusqu'à temps que mon père m'appelle et me dise Olivier, j'ai besoin d'un gérant de fruits et légumes. Fait que moi, mon prof, ça a tout le temps été mon père, ça a tout le temps été ma mère, puis j'ai appris ça sur le tas. Puis, tu sais, il y a souvent, les entrepreneurs, c'est comme ça. Je vais t'avouer bien franchement que j'aurais aimé ça poursuivre. Mais, puis, tu sais, en même temps, tout le monde qui ne sont pas allés à l'université et tout ça disent toujours le même truc. On aurait aimé ça finir ce qu'on a commencé. Je ne dis pas que je ne le ferai pas parce que j'ai pas eu le temps, mais j'aimerais peut-être ça un jour le faire ou peut-être même aller donner des cours à l'université en marketing ou peu importe. Parce que le parcours scolaire, je trouve ça très, très important parce que moi, je l'ai fait très, très sérieusement jusqu'à temps que j'aille les cégep parce que ça t'apprend à te discipliner et tout ça. Mais oui, c'est ça, mon parcours scolaire est très, très, très basique. Et Est-ce que ça te. Est-ce que tu as l'impression. d'avoir un doctorat pour réussir. Ouais. Est-ce que tu as l'impression, Olivier, que ça te manque, l'éducation, je dirais, plus académique, là, donc plus formelle, les cours de comptabilité, les cours de fiscalité, les cours de gestion des opérations, tout ça? Est-ce qu'il y a des éléments que tu trouves que tu aurais aimé apprendre à l'université ou à l'école que tu n'as pas pu apprendre, que tu as dû apprendre sur le tas, ou fondamentalement, c'est quoi? La méthode autodidacte, c'est probablement la méthode que tu préconiserais et que tu encouragerais chez les entrepreneurs. C'est drôle que tu me demandes ça parce que à cause que je n'ai pas fait les études que je devais faire, ça m'a appris à mieux m'entourer. Tu sais, mon père m'a toujours dit, Olivier, entoure-toi de personnes meilleures que toi dans les domaines que tu n'es pas bon. Fait qu'avec les années, j'ai appris à bien m'entourer. Fait que je me suis bien entouré côté comptabilité, fiscalité, peu importe. Fait que ça m'a ôté une grosse, grosse pression à moi de devoir m'occuper de ça, puis je me concentrais sur ce qui était bon. Fait que si j'ai un conseil à donner, entourez-vous bien, même si ça coûte cher, ça rapporte beaucoup, beaucoup. J'ai Christian qui me dit, pour arriver à réaliser autant de projets à la fois, il faut nécessairement faire des sacrifices. Quels sacrifices considères-tu les plus déterminants à ta réussite? Écoute, la vraie vérité, tu mets un X un peu sur ta vie privée. Des fois, c'est triste d'entendre ça, mais là, avec les années, j'ai appris là, à concilier travail et vie privée, mais dans la vingtaine, je travaillais tellement, puis je voulais tellement réussir que je n'avais pas vraiment de relation. Oui, j'ai des amis, mais je n'avais pas de relation. Comment je pourrais dire ça? Tu sais, depuis les 5 dernières années, j'étais déménagé sur la Rive-Nord, je voyais moi, ma famille. La COVID m'a ramené très proche de mes sources, puis je suis très content. Mais au détriment de ma famille un peu, j'ai réussi. Mais c'est une bonne chose. Côté business, oui. Côté familial, puis tout, des fois, c'est un petit peu plus. C'est moins rose, mettons. Oui. Puis je te dirais, avec de mon vieil âge vénérable de 21 ans de plus que toi, je te dirais, rappelle-toi toujours aussi que le succès, c'est un état, donc c'est pas une destination. Tu sais. Puis je t'entends dire j'ai réussi, mais tu sais jamais quand est-ce que ça peut partir aussi. Donc, toujours être bien sage d'en profiter puis de voir ça comme une conséquence, comme je disais tantôt, une conséquence de ce que tu as bien fait, puis que si la vie te bardasse quelque part, ben, tu feras autre chose pour que ça continue à être dans ta cour. Hey, j'ai Louis qui te pose une question. On en a parlé un peu tantôt, mais bon, ben Louis de la pose au complet. Il dit, malgré les tabous des Québécois versus l'argent gagné, quel est ton objectif? Il doit te connaître parce qu'il pose une question bien spécifique. Quel est ton objectif en dollars que tu veux atteindre pour se dire, j'ai réussi et pour pouvoir te dire, j'ai réussi, je peux relaxer. Donc, il veut savoir, là, c'est quoi pour toi, Olivier Primo, le montant qui dit que là, j'ai réussi, je peux relaxer. Premièrement, moi, je pense que tu ne relaxeras jamais. Donc, ce montant-là, il va augmenter quand tu vas l'atteindre. Mais c'était quoi le premier milestone là, qu'a dit Olivier Primo? Là, hey, là, je suis content, là, j'ai pogné ce bout-là. Écoute, moi, je suis un rêveur dans l'âme. Vraiment, vraiment, cool, vraiment. Ça, j'ai toujours voulu être milliardaire pour dire que je suis milliardaire, même pas pour les dépenses ou tout ce qui vient avec.
Cette année, c'est drôle, avec l'achat de notre magasin, on vient de franchir les 100 millions de chiffre d'affaires par année. Fait qu'on on est vraiment content. Je pense que c'est une belle réussite pour des Québécois d'ici. Ouais. Mais mon chiffre, il n'y en a pas de chiffre. Il n'y en aura jamais de chiffre. Le chiffre est celui que tu décides que tu es tanné. Je pense que c'est ça, là, à un moment donné. Puis je vais peut-être me partager, moi, ma propre vision là-dessus, parce que moi, j'ai vendu mon entreprise quand j'ai eu 40 ans. Puis moi, quand j'étais jeune, j'ai un milieu bien modeste. Fait que je me disais toujours à 40 ans, je vais être indépendant de fortune. Tu sais, c'est quoi être indépendant de fortune? Ben, ça dépend combien tu gagnes et combien tu es capable d'être satisfait. Tu sais, il y a des gens qui gagnent, tu sais que le salaire médian au Québec, je pense, c'est 47 ou 52 000 dans ce coin-là. On va dire 50 000. 46 000, donc c'est pas loin. Alors, le salaire médian, c'est 46 000. C'est-à-dire qu'une personne sur deux qui travaille fait 46 000 et moins par année. Avant les impôts et tout, il en reste probablement, mettons, 38 là, dans les poches. OK? Fait que 38 000, ça, c'est une personne sur deux qui gagne sa vie avec 38 000 et moins par année. Ben, si tu dis que tu es capable de vivre comme la moitié des gens au Québec, tu pourrais dire qu'être financièrement dépendant, c'est d'avoir assez d'argent qui va te générer dans tes poches l'équivalent de 38 000 net par année. On va se dire, ça ne prend pas énormément d'argent là, pour être capable d'être financièrement indépendant, pour avoir ce rythme de vie-là. Alors, bref, faire l'équation facile, le montant que tu as besoin, c'est le montant que quand tu mets à la banque avec un rendement, mettons, de 5 par année, ça te donne le cash que tu voudrais faire en écoutant la TV à tous les années. Ça va te donner le chiffre. Ceci étant dit, moi, quand j'ai vendu ma baraque à 40 ans, j'en ai eu assez en cash pour générer des intérêts qui étaient suffisants pour me donner un rythme de vie que je trouvais très respectable selon mes besoins et selon ce que j'avais envie de vivre. Alors, c'était l'argent, d'accumuler de l'argent n'était plus une motivation. Ce qui était une motivation pour moi, ça a été de faire une différence, d'aider les autres, d'aider les jeunes entrepreneurs particulièrement. Alors, j'ai décidé de consacrer pas mal de temps et d'efforts dans ma vie à faire ça de ma vie. Puis, je suis ultra heureux, je me plains pas, mais je suis très conscient, Olivier, que si j'avais pris les 16 dernières années, avec le talent que j'ai, l'expérience que j'avais accumulée à l'âge de 40 ans, et que j'avais continué à poursuivre des aventures entrepreneuriales pour m'enrichir puis travailler 60 heures semaine comme j'avais fait avant, ben, je serais bien plus riche aujourd'hui en termes de capital, c'est bien évident. Là, tu sais, j'aurais travaillé fort. Alors, ce que je veux juste te dire, c'est qu'ultimement, puis tu as raison, c'est jamais le chiffre qui est important. C'est tout le temps le bonheur puis le plaisir que tu trouves à aller atteindre ce target-là que tu t'es fixé. Si dans ton cas, c'est 1 milliard, ben c'est le bonheur puis l'exigence que tu te donnes comme chemin de vie pour atteindre cet objectif-là. C'est là que se trouve la vie, c'est là que se trouve le véritable challenge de l'entrepreneur. C'est pas le chiffre. Là. Dans le fond, j'espère que je ne l'atteindrai jamais parce que d'abord, j'aurais plus vraiment de challenge parce que depuis que écoute, c'est vraiment stupide ce que je dis, mais c'est comme un chiffre, là. C'est on appelle ça dans le métier, dans le jargon, la licorne, là. C'est ça. Fait que écoute, t'es pas plus heureux. Je te le souhaite. Je te le souhaite. Ouais. La dernière personne qui m'a parlé de milliards, ça va te faire sourire, la dernière personne qui m'a parlé de milliards à mes shows, c'était Caroline Néron, il y a 5 ans, qui me disait qu'elle voulait être milliardaire, elle aussi. Alors, des fois, ça peut être temporaire. Hein? Ça peut être temporaire. Tu vas peut-être avoir un bump dans ton histoire, mais il ne faut pas arrêter. Mais j'ai moins de place à loyer. J'en ai pas, en fait. Fait que ça va ouais, c'est ça. Tu as moins de risques, ce genre de problème-là. Arriver. Puis aussi, il faut que tu saches, puis je pense que tu vas être d'accord avec ça, tu sais, que quand tu arrives dans des sphères de plusieurs centaines de millions en valeur et en équité, c'est pas 200-300 millions de plus qui changent de quoi. Donc, comme je disais tantôt, c'est Elon Musk qui vaut plusieurs dizaines et voire près de 200 milliards, si mon souvenir est bon. Ben, le gars, il n'est pas motivé pour ajouter 2-3 milliards dans son compte de banque. Là. Ça ne change plus rien sa qualité de vie. Là. Il peut acheter un pays au complet s'il veut. Alors, c'est pas le chiffre qui le motive, c'est plutôt l'accomplissement, la taille de l'accomplissement, le défi, tout ce que ça exige pour se rendre là. Et c'est ça que j'entends quand tu parles d'un chiffre. C'est ça que les gens doivent entendre aussi et pas rester au premier niveau et s'imaginer qu'Olivier Primo, Serge Beauchemin, Alain Bouchard, Jean Coutu, les frères Lemaire, tout ce monde-là travaille pour rajouter des zéros dans leur compte de banque. C'est une foutaise. Le zéro est un symbole d'accomplissement et c'est ça qui est le véritable moteur de l'ambition d'un entrepreneur. Mais il ne faut pas penser que je suis en train de dire que c'est pas important l'argent. C'est pas ça pantoute que je dis parce que là, les gens prennent l'inverse comme réponse. Tu sais. Exact. Mais tu sais, on parle d'Alain Bouchard, là, dernièrement, qui a essayé de faire une grosse transaction avec la chaîne d'alimentation Carrefour en France.
Je pense pas que M. Bouchard a peur à la fin du mois, là. Non. Fait que c'est vraiment je pense qu'il veut devenir mondial, il veut devenir. Ah ouais. Je pense plus que c'est ça son prochain challenge. Là. Moi, j'ai bien aimé ce que j'ai entendu dans les journaux. Il parlait qu'il voulait que Couche-Tard soit parmi les Walmart et Amazon de ce monde. Ben, moi, ça, je trouve que c'est un super beau rêve. C'est énorme. Il y a des gens qui pourraient interpréter ça comme Bouchard va être aussi riche que Bezos. Puis là, ben, ça pourrait être la compétition au dollar dans le compte de banque. Alors, comme je le répète, ça n'a jamais rien à voir. On les veut, ces dollars-là, dans le compte de banque. Il ne faut pas s'y méprendre. Là. Mais ce n'est pas ça le target. Les dollars sont la conséquence de quelque chose d'ambitieux, de gros, d'immense que j'ai réussi à mettre sur pied. Puis je pense que c'est ça le véritable essence de l'entrepreneur. Je continue, j'ai bien du fun, j'ai d'autres questions. Par rapport à gestion du temps, une catégorie, là, il semble avoir 3 questions ici. Donc, Laurence demande, comment gères-tu ton temps, tous tes projets? À quoi ça ressemble une semaine typique d'Olivier Primo? Ah, c'est 7 sur 7, c'est bureau 5 jours par semaine, puis les 2 autres jours, c'est téléphone, les emails, les ci, les ça. Mais tu sais, quand t'aimes. Donc, Olivier, ton affaire, toi, c'est work day every day, c'est pas beach day every day, c'est work day every day. Exactement, ouais, mais tu sais, Serge, puis je suis sûr que tu es un peu pareil comme moi, puis à l'époque, là, quand tu avais mon âge, c'est même pas travailler, c'est te lever, puis avoir du fun, puis avoir des nouveaux projets, puis envoyer donc. C'est sûr que je connais plein de mes amis qui font des très bons salaires, là, des 150, 175, 200 000 par année, mais qui n'aiment pas tant leur job. Fait qu'eux autres, pour eux autres, c'est aller travailler. Moi, j'adore le matin me réveiller puis me dire bon, OK, bon, là j'ai une grosse journée, j'ai ça à négocier, il faut que je négocie avec Couche-Tard pour rentrer. C'est un challenge. Là. Fait que même si à la fin de la journée, encore mieux, à la fin de la journée, s'ils m'ont dit non, bonne chance pour le lendemain parce qu'il faut qu'ils me disent oui. Fait que, c'est ça mes semaines. Puis ma gestion du temps, il n'y en a pas vraiment. Là. Ça peut être des journées de 2 heures comme ça peut être des journées de 18 heures. Là. Fait que ça n'a pas. Faut pas que tu comptes tes heures en entrepreneuriat. Est-ce que tu dirais que tu es un gars discipliné dans le sens que tu as une rigueur, une routine, tu te lèves à tous les heures, à tous les jours ce matin-là, à cette heure-là, tu fais ton gym, après tu fais ci, après tu passes à telle affaire, ou tu es plutôt le gars qui dit, tiens, aujourd'hui, j'ai ça à faire, un coup que c'est fait, après-midi, il annonce beau, je prends ce slack, mais je vais finir ça plus tard à soir, puis je ferai le reste samedi ou dimanche après-midi. Genre, t'es-tu genre à flexible au niveau de ton temps ou tu es plutôt très rigoureux? J'ai un horaire très flexible dans le sens que j'aime beaucoup profiter du fait que je peux faire mon horaire, mais ça ne veut pas dire que je travaille moins. Fait que, mes amis, j'ai énormément d'amis qui ont des horaires très fixes. Fait que, si je suis un fan de golf, fait que si je veux aller jouer au golf avec les autres, il faut que je m'arrange moi pour aller jouer avec eux autres. C'est pas eux autres qui vont s'arranger avec moi. Fait que ça, je suis très, très flexible là-dessus. Mais souvent, je leur dis, je vais venir jouer un œuf. Puis après, je m'en vais, mais je passe quand même 1h30, 2 heures de qualité avec mes amis, puis ça me fait du bien aussi. Puis c'est drôle parce que quand je suis avec eux autres, on parle pas de business, on parle pas de rien. C'est mes amis d'enfance, puis c'est du monde qui m'ont connu bien avant que je sois Olivier Primo, que tout le monde connaît, puis que j'habitais à Sainte-Martine dans mon petit village, puis j'avais des broches, là, puis tout le monde riait de moi au secondaire. Là, fait que j'ai pas. J'adore cette vie-là aussi, puis je la changerai pas pour rien au monde. Pierre-André te pose la question suivante. Comment fais-tu pour suivre tes nombreux projets en même temps? Savoir quelle est ta prochaine étape à faire sur chacun de ces projets-là, puis rien oublier, pouvoir bien faire tes suivis. As-tu un outil à conseiller? As-tu un truc pour tout suivre ça, puis rien oublier nulle part? Je l'ai dit tantôt, puis j'ai plusieurs personnes qui me disent ça depuis longtemps. Olivier, tu es trop partout, mais c'est pas vrai. Quand tu es bien entouré, tu peux être partout en même temps. Si tu fais tout seul, tu vas jamais réussir. Fait que c'est drôle parce que souvent au bureau, j'arrive, puis j'ai rien à faire parce que tout le monde fait ce qu'ils ont à faire. Toutes les personnes avec qui je me suis entouré qui sont meilleures que moi, bon, dans un domaine. Là, je suis en train de lancer une chaîne de restaurants. On va en ouvrir 40 dans les 2 prochaines années. Je ne connais rien là-dedans. Moi, je suis un vendeur. Fait que les personnes s'occupent de les ouvrir. Fait que, tu sais, il ne faut pas avoir peur aussi. Tu sais, au début, quand tu pars en affaires, tu as toujours peur d'avoir un partenaire, de partager des parts, d'en vendre peut-être un peu. Tu veux tout garder pour toi. Mais moi, j'ai appris avec les années que quand tu as des bons partenaires, quand tu es choisi bien, quand tu t'entoures bien, t'es beaucoup mieux, t'es mieux d'avoir 25 50 10 de quelque chose de gigantesque que 100 de quelque chose que tu vas rester petit par peut-être être gros un jour, mais que tu n'as pas le temps de t'occuper. Fait que moi, je suis beaucoup pour plus on a de fun.
Good. Ouais, c'est clair que ça va avec le Beach Day, Exactement. Beach Club, cette affaire-là. Plus on est de fous, plus on a du fun. Karina pose la question suivante. Comment fais-tu pour gérer ton temps concrètement? Des post-it partout? As-tu parfois l'impression c'est un peu la même question. As-tu parfois l'impression de ne plus avoir de temps pour profiter de la vie ou bien es-tu quelqu'un qui carbure de projet en projet? Je pense qu'on l'a pas mal entendu, la réponse Ouais, là-dessus. exact. Ben, je carbure de projet en projet, mais c'est drôle parce que les amis qui se tiennent avec moi me disent souvent Crème, me semble, ça fait longtemps que tu n'as pas touché à ton cellulaire. Tout est prévu d'avance. Puis une fois que tu l'as, c'est comme faire du vélo, là, ça se perd plus. Oui, c'est ça. J'ai Sylvain qui pose une question par rapport au Beach Club. Il dit gardes-tu espoir de réouvrir le Beach Club cet été? Et si oui, penses-tu changer quelque chose dans l'approche? Ça me rend triste de dire ça. Non. Puis ça me rend encore plus triste parce que c'est dans mes revenus puis dans ma business, c'est plus vraiment une grosse colonne un gros chiffre dans ma colonne. Sauf que j'ai tellement de plaisir à vendre du plaisir au monde. Tu sais, puis je le compare souvent à nos IGA. Quand tu viens dans un IGA, puis tu es content, puis les fruits et légumes sont beaux, puis ta viande est belle, puis tu es bien servi, puis toi, Serge, tu arrives dans ta boucherie, puis tu dis « Hey, salut Alex, peux-tu me servir mon beau steak, tout ça? » Tu es content, mais quand tu arrives à la caisse, ça te fait toujours chier quand ça te coûte 300$. Tandis que, parce que tu sais, c'est obligatoire, il faut que tu manges. Tandis qu'au Beach Club, dans l'événementiel, je ne tords pas le bras à personne. Fait que la personne qui paye 100, 150, 200, 50$ pour venir, elle est contente, ça lui fait plaisir. Fait que le feeling avec ton client est complètement différent de la personne qui vient être obligée de dépenser, même s'il est content, et de l'autre côté, qui est vraiment pas obligé. Fait que quand tu n'es pas obligé et que tu n'es pas content, c'est parce que tu passes vraiment une mauvaise journée. Fait que non, j'aime bien vendre le rêve. Fait que j'ai de la peine. Depuis l'année passée, là, puis cette année, là, je sais qu'il n'y aura pas de show à 99,9%. Ça me rend quand même triste. Par rapport à la promotion sur les réseaux sociaux, j'ai deux petites questions. Pierre, combien de temps passes-tu par jour à promouvoir tes produits et l'événement et ta propre personnalité sur les réseaux sociaux? Là? Tu sais, ton téléphone te dit là, une fois par semaine combien de temps tu passes par jour. Là? Combien, Olivier, passe-t-il de temps sur ces réseaux sociaux d'une journée? Réseaux sociaux, peut-être 2-3 heures, parce que comme je vous dis, c'est toujours planifié. Bon, c'est sûr qu'il y a des trucs spontanés, mais c'est. L'autre truc aussi, c'est qu'en affaires sur le web, si tu y penses trop, ça ne fonctionnera pas. Fait qu'il faut quand même que ça soit spontané. Tu sais, je ne prévois jamais rien 2 mois d'avance. Je go with the flow. Comme là, dans un mois, je lance un nouveau produit. Puis là, mon équipe marketing me dit Ali, il faut qu'on aille tous les trucs de préparer. Puis je suis comme on va attendre 2 semaines avant, juste voir ça va être quoi le trend des réseaux sociaux. Tu sais, si c'est whatever, peu importe. Bernie Sanders. Bon, voilà. Fait que là, faut surfer là-dessus. Fait que là, en ce moment, on est prêt. On est très, très prêt. Mais il y a toujours la grosse branche de il va peut-être se passer quelque chose. Fait que non, c'est pas si pire que ça. Puis regardez, ça fait 1 heure que je te parle, puis je suis pas stressé de ne pas avoir touché à mon téléphone. J'ai Dominique, par rapport au secteur alimentaire, il dit qu'est-ce que nous devons savoir pour commercialiser un produit qui n'est pas encore sur le marché et qui répondra à une demande dans le monde de l'alimentation. Donc, on devine là, que Dominique est un produit alimentaire qui veut lancer, là, puis il te demande c'est quoi le truc là, pour avoir du succès dans l'alimentaire. Fait que Dominique, le truc pour nous, on appelle ça le retail là, dans le jargon. Le truc, c'est bon, premièrement, avoir un très, très bon distributeur. Ça se trouve sur les réseaux sociaux. C'est juste qu'il faut que tu convainques le distributeur que ton produit, il va être magnifique, ça va être le meilleur du monde de l'univers. Puis, tu sais, comme je le disais tantôt avec la batte, avec mes produits, le plus important, c'est l'exécution sur le plancher et la force de vente. C'est ça. Tu as bien beau avoir le meilleur produit au monde, qui goûte le meilleur, qui est le plus beau, que s'il n'est pas sur la tablette, ça ne fonctionne pas. Fait que je pense que Puis c'est drôle parce que depuis comme 4-5 mois, je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de tout le monde. Là, tout le monde veut se partir une boisson. Je ne sais pas si c'est moi qui a parti le trend de montrer qu'une boisson, ça. Ah ouais, j'en ai vu une autre là, la semaine passée, là, atypique, qui est sortie par. Étienne, il va très, très, très bien. Justement, il est exclusif chez IGA, fait qu'on en vend beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis Étienne, on s'est parlé beaucoup avant. On s'est échangé des conseils puis tout ça. Puis j'adore Étienne, c'est un entrepreneur. Puis c'est un chic type. Et vraiment qui s'est très, très, très bien replacé. Puis lui, il a trouvé la recette parfaite. Il a visé un créneau que personne n'était là.
Mais encore une fois, il y a une distribution incroyable. Il est partenaire avec IGA, exclusif chez eux autres. Fait on est obligé, nous autres, chez IGA, en tant que marchand, d'avoir une section juste à lui. Fait que, c'est vraiment une négociation là, de pouce Es-tu en par train de pouce. me dire que tu ne peux pas vendre du BJD Everyday dans ton IGA? Non, je peux en vendre à Étienne, sa catégorie. Lui, c'est des mocktails, dans le fond. C'est des cocktails sans alcool. Ça Ah, OK, fonctionne OK. très, très bien. OK. Non, chez IGA, dans le fond, avec la batte, je suis dans absolument tous les points de vente au Québec que tu peux imaginer. Même dans le quartier chinois, on vend de Ils la vendent du BJD Everyday là aussi. C'est sûr. Eux autres aussi ont le droit d'avoir du fun dans le quartier chinois. Exactement. À faire le party. Mais dans le sens que, tantôt, tu me disais, à l'extérieur du Québec, on ne te connaît pas tant, puis tout ça. Dans le quartier chinois, il n'y a personne qui me connaît, puis ça se vend très bien. Le brand se vend tout seul. La canette dit ce que ça a l'air. Ah ouais, tu as bien raison. Moi, j'ai vu la canette, puis je trouve qu'effectivement, tu as fait une super job de marketing parce que C'est gentil. le produit lui-même a l'air d'une fiesta colorée de saveurs, puis d'explosion, puis de plaisir. Sucré. Alors, et sucré, hein? Ben, ça, c'est clair que je ne peux pas boire ça. Moi, je suis diabétique. Frédéric qui pose une question intéressante aussi. Là. Comment tu réussis à garder ton équipe motivée quand on est dans un secteur qui est grandement impacté par des restrictions et demandes gouvernementales? Donc, tu sais, comment tu réussis à garder ta gang motivée finalement dans ces conditions-là? Fait que dans le fond, nous autres, notre modèle d'affaires, on fonctionne aux royautés. Fait que ce que ça veut dire, c'est que toutes les canettes ou tous les produits qu'on vend, moi, le deal que je fais, c'est que j'investis 0$ et je demande un kickback pour utiliser mon nom ou mon brand. Fait que j'ai une très, très petite équipe. J'ai pas besoin de vendeurs, j'ai pas besoin de rien. On est 4 en tout temps. Et les 4 personnes qui sont là font absolument tout. Des événements aux canettes que vous voyez sur les étagères, les visuels sur les Instagram, partout. Fait que eux autres, non seulement ils n'ont pas le temps d'être démotivés parce que je les bombarde de projets à tous les jours, mais quand tu embarques dans mon équipe marketing, tu sais à quoi t'attendre, tu sais que je suis très, très demandant, tu sais qu'on va lancer énormément de produits, puis tu sais que faut que tu répondes à ton téléphone 24 heures sur 24. Et tous ceux qui ont passé par mon programme marketing, maintenant qui sont partis, ont tous des énormes jobs partout. Parce que, oui, ça paraît bien avoir travaillé pour un de nos produits, une de nos compagnies. Mais en ce moment, c'est drôle parce que depuis la pandémie, j'ai beaucoup de personnes qui me disent ton équipe doit être partie partout, à gauche, à droite. Mais non, ils sont fidèles au poste, ils adorent ça, les nouveaux challenges et tout ça. Fait que non, c'est comme ça, je les laisse motiver, je les garde motivés, puis je leur laisse carte blanche. Tu sais, je suis tout le temps là en arrière, en tapant sur l'épaule, peut-être que j'aime ça ou pas. Mais là, en ce moment, on est en train de développer un nouveau produit, puis la personne qui fait ça, elle a carte blanche, puis c'est elle qui nous livre les canettes. Fait qu'elle a la fierté de quand elle passe chez Couche-Tard ou chez IGA ou chez Métro de voir sa canette. C'est elle qui a dessiné. Olivier, je termine avec ça. Les 10 dernières années ont été excitantes, enivrantes, musicales, ensoleillées, colorées. Les 10 prochaines, Olivier Primo, ça va être quoi? Les 10 prochaines, c'est drôle, je parlais de ça la semaine passée. Les 10 prochaines, je pense que j'aime beaucoup la finance. Fait que là, je me lance dans les fonds d'investissement à très court terme. Je suis un très bon vendeur, fait que je sais que je suis capable de lever de l'argent. Avec les années, j'ai rencontré énormément de personnes qui ont beaucoup d'argent aussi, puis qui aiment le même genre de truc que moi. Fait que pour les 10 prochaines, je pense que ça va être ça. Puis, j'aime pas ça dire ça, mais à ma cinquantaine, peut-être un petit peu de politique. On verra rendu là. Ah oui, hein? Bon, ben écoute, on va certainement suivre ta carrière. En tout cas, je ne sais pas si on va suivre ta carrière, mais moi, j'ai continué à la suivre. Je te trouve bien inspirant, bien flyé, très drôle aussi. Je te vois apparaître sur mon feed d'Instagram à l'occasion. Tu me fais toujours bien rire. Alors, je m'étais imaginé une formule pas mal plus flyée que le gars que j'ai rencontré à soir, qui est bien sympathique, qui est bien simple, qui n'est pas bien compliqué. Parce que des fois, je peux te dire, quand je te vois sur mon téléphone, je me dis, God, c'est un fou, ça n'a aucun bon sens. Alors, tu me fais bien rire. Ben, écoute, un bonheur de t'avoir connu, Olivier. C'était vraiment plaisant. Puis là, je sais qu'on va terminer ça parce que là, il faut que ça se finisse, là. Mais j'aurais passé encore une autre heure à te jaser. J'aurais aimé ça parler de famille avec toi, de relations personnelles, de philosophie. Bref, il y a plein d'autres choses que j'aurais aimé parler avec toi. Si ça te tente, on reprendra peut-être ça cet été, là, dans un cadre plus relax. Là, on se referait une autre petite heure ensemble, puis on ira ailleurs que où ce qu'on est allé à soir, qui est peut-être plus traditionnel. Là, les gens voulaient te connaître, mais moi, j'aurais aimé ça jaser plus profondément avec toi. On fera ça autour d'une petite coupe de vin dans un de mes restaurants. Je t'invite cet été.
OK, ça serait cool. Puis il ne faudrait certainement pas oublier un Beach Day Everyday quelque part. Jamais. J'en boirai pas, je suis diabétique, mais je vais y goûter pour te faire plaisir. Fait qu'en primeur, je peux vous dire, j'en lance des sans sucre là, dans un mois. Fait que je vais t'en envoyer. Ah, ben ça me ferait bien plaisir. Ça, du sans sucre, j'aimerais bien ça. Tu as remplacé quoi, là? C'est quoi l'édulcorant que tu mets dedans pour remplacer le sucre? Et aide-moi Stevia, je crois, si t'es un. Stevia, ouais, Stevia. Mais Stevia, ça vient toujours avec d'autres choses. On en reparlera une autre fois. Écoute, un gros merci encore, Olivier Primo, d'avoir été avec moi ce soir. Vraiment, ça a été super le fun. Je sais qu'il y a un paquet de jeunes qui ont dû écouter ton histoire puis qui ont dû se dire à soir, oh my God, c'est possible pour moi, c'est possible pour ce gars-là, c'est possible pour moi. Puis c'est pour ça que je fais ces soirées-là, Olivier. Moi, c'est parce que j'espère que quelque part, il y a des lumières qui s'allument de jeunes qui se disent, et de moins jeunes qui se disent, hey, c'est possible pour moi. Si Serge Beauchemin est parti, pas une scène, 3 cartes de crédit, puis 40$, puis il est devenu multimillionnaire. Si Olivier Primo mettait des canettes dans le sous-sol d'une épicerie, puis qu'aujourd'hui, il y a une business de 100 millions avec son frère, puis son père, puis que ça roule ses affaires, ben c'est possible pour tout le monde. Il suffit de travailler, puis de se mettre le cœur à la bonne place. Puis évidemment, d'être aux bonnes places au bon moment aussi. Là, je pense qu'il y a un peu de timing là-dedans. Ça, c'est sûr. T'es super gentil, Serge. Merci de l'invitation. OK. Merci encore, Olivier. Bonne fin de soirée. Puis merci à vous tous d'avoir été là. Si vous avez aimé ça, encore une fois, je vous invite à participer, pas à participer, mais à partager le feed. Donc, un petit partage sur votre page Facebook, un partage sur un copie du lien, un partage sur vos réseaux sociaux. C'est la seule façon qu'on a de faire connaître ces contenus-là. Ils sont disponibles aussi en podcast. Peut-être que vous nous écoutez actuellement en podcast. Alors, un grand merci d'avoir été là. On sera là encore la semaine prochaine, mercredi prochain, 19h30, en direct sur aliasentrepreneur.com, sur les pages Facebook d'Alias Entrepreneur. Merci. Bonne fin de soirée.